Ok, ben, bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la production de produits chimiques à partir des plantes. Et je vais vous expliquer comment, en produisant ces produits chimiques, on peut essayer de reconstruire une industrie chimique circulaire et donc plus durable. Mais aussi, je pense qu'on a une opportunité de construire une industrie chimique qui est moins toxique pour nous, les humains, et plus bénigne pour l'environnement. Et j'essaie de faire ce message un peu positif parce qu'on parle souvent de la transition comme quelque chose où, bon, on doit s'adapter, puis ça va être moins bien, ça va être plus cher, etc. Et je pense qu'il y a des aspects, pas tous, hein, mais il y a vraiment une opportunité de faire mieux. Mais avant de commencer directement avec ces produits chimiques, j'aimerais lier ça à notre motivation principale, qui est le changement climatique. Je pense que tous entendu parler du changement climatique, mais j'aimerais vous donner ma perspective dessus en deux mots, et surtout le lier à la production de matière végétale. Donc, vous avez probablement tous vu ce type de graphe. Moi, j'aime bien celui-là. Donc, ça, c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère. On remonte dans l'histoire récente de la planète. La récente, ça veut quand même dire presque 1 million d'années. Puis vous avez des données de calotte glaciaire et plus récemment des données directement de mesure dans l'atmosphère. Et vous pouvez penser ce que vous voulez du changement climatique. Je pense que si vous êtes dans cette pièce, vous n'avez pas trop de doute sur le fait que le changement climatique existe. Mais ça, c'est les données. Et en voyant ce type de données, ce qu'on doit reconnaître, c'est qu'on est en train de faire une expérience de géo-ingénierie sur la planète relativement non contrôlée, et on ne sait pas trop où ça va. Ça, c'est inquiétant. Et c'est inquiétant pas parce qu'il y a du CO2 dans l'atmosphère, c'est inquiétant à cause de ce que le problème que crée le CO2 dans l'atmosphère, c'est fondamentalement, et ça, je suis pas vraiment au sujet de la conférence, mais je vais bien en parler, c'est fondamentalement un problème de bilan d'énergie. Et j'aime bien ça parce que moi, je suis ingénieur chimiste et on passe beaucoup de temps à l'EPFL à parler, à enseigner à nos étudiants et étudiantes. C'est une des premières équations pour leur monde. Et ça veut simplement dire, donc in moins out égale accumulation, ça veut simplement dire que quand vous avez un système, si ce qui rentre n'égale pas ce qui sort, vous aurez de l'accumulation et du changement. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec notre planète. Donc ça, c'est un graphe qui a été fait par la NASA, qui, sur 10 ans, ils ont fait la moyenne de ce qui rentre sur la planète en termes d'énergie. Donc, vous avez la radiation solaire, environ 340, un peu plus que 340 watts par mètre carré. Il y a environ 100 watts par mètre carré qui sont immédiatement réfléchis par l'atmosphère ou par la surface de la planète. Et si on enlève ça, on se retrouve à 240 et des poussières. Et ces poussières, elles sont importantes parce que ce qu'on émet comme irradiation infrarouge, c'est un peu moins de 240 watts par mètre carré. La raison pour laquelle c'est un peu moins, c'est parce que vous avez ces gaz à effet de serre qui sont très efficaces, qui arrivent à absorber l'énergie infrarouge qui vient de la Terre, la redistribue dans l'atmosphère et réduire. Donc, on a une toute petite différence qui correspond à peu près à 0,2%, mais ça suffit. Et quand vous avez une différence, eh ben, il y aura du changement. Et si vous voulez rétablir un système stable, la seule manière de le faire, c'est que la planète, qui est le corps chaud dans l'espace froid, doit se réchauffer pour augmenter la valeur ici, pour que les deux choses soient du coup à l'équilibre. Et c'est très petit, mais quand on est à l'équilibre entre quelque chose qui fait 5-6 000 degrés à la surface, comme le Soleil, et quelque chose qui est à 0 degré Kelvin ou moins 273 degrés Celsius dans l'espace, ben, les petites différences, ça peut créer beaucoup de problèmes. Et ça montre à quel point on ne vit pas au jour le jour, mais on est vraiment dans un système qui est très fragile. Et on doit en prendre soin. OK, alors, si on revient à ça, moi je vais zoomer sur la période récente, ça c'est des mesures directes dans l'atmosphère, mais en fait, pas tout à fait. Si vous mettiez un capteur si vous mettiez un capteur de CO2 dans l'atmosphère, vous ne mesureriez pas une ligne qui ressemble à ça. Vous mesureriez ça. Donc, vous voyez qu'il y a des oscillations assez périodiques du CO2 dans l'atmosphère. Donc, si quelqu'un sait, on peut deviner à quoi sont dues ces oscillations. Été-hiver. Été-hiver, mais plus précisément, quoi? Qu'est-ce qui se passe en été et en hiver?
Oui, mais enfin, qu'est-ce qui est en train de se passer sur la planète? Vous le voyez chaque été, je pense, dans votre jardin. Pardon, il y a trop de gens pour dire tout le temps. La végétation, exactement. En fait, il y a une accumulation de végétation pendant l'été qui fait qu'on baisse la teneur en CO2 dans l'atmosphère. Maintenant, vous me direz, oui, mais à l'hémisphère nord, quand c'est l'été ici, c'est l'hiver à l'hémisphère sud. Mais il y a plus de terre ferme dans l'hémisphère nord, je vous montrerai un graphe après, qui fait qu'il y a une accumulation de végétation que vous voyez dans votre jardin, sur votre balcon, et ça suffit à faire baisser la teneur en CO2. Et d'ailleurs, ça suffit à faire baisser la teneur en CO2 plus que ce qu'elle augmente chaque année. Donc, vraiment, là, on voit que la matière végétale a un effet significatif sur la consommation, sur les émissions de carbone et la teneur en carbone dans l'atmosphère, malgré le fait que ce n'est pas l'entier de la végétation, c'est juste la différence entre l'hémisphère nord et sud. Donc, ça répond en partie déjà à la première question auquel j'aimerais répondre ce soir, c'est quel rôle, est-ce que les plantes peuvent jouer un rôle dans la transition renouvelable? Et ces données suggèrent que oui, mais on va creuser un peu plus. Donc déjà, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les plantes, elles ont un effet sur la concentration atmosphérique de CO2? Et bien, c'est parce que les plantes font ce qu'on appelle la photosynthèse. Vous pouvez penser une plante comme une technologie naturelle de captage et de transformation de l'énergie solaire. Et relativement optimisé d'ailleurs. Donc, les plantes, elles vont absorber l'énergie solaire, elles vont absorber l'eau, elles vont absorber du dioxyde de carbone, elles vont produire de l'oxygène, mais elles vont aussi pousser. Et si on creuse, tout ça, ça se passe dans les feuilles. Dans les feuilles, il y a des cellules, surtout dans les feuilles, il y a des cellules mésophiles qui ont des chloroplastes. Et dans les chloroplastes se passent les réactions de photosynthèse. Vous absorbez la radiation solaire dans la chlorophylle. L'eau qui vient des racines est transformée en oxygène et aussi on produit des molécules d'ATP, qui est l'unité d'énergie des systèmes biologiques, et des électrons, c'est un autre phosphate. Ça, c'est transféré à un deuxième cycle qui s'appelle le cycle de Calvin, qui n'utilise pas la lumière, mais qui va prendre le dioxyde de carbone et former du glucose avec l'ATP et ses électrons. Donc, si on résume cette réaction, c'est une réaction où il y a 6 molécules d'eau, 6 molécules de dioxyde de carbone qui rentrent, et avec l'énergie solaire, vous allez produire du glucose et 6 molécules d'oxygène. À partir de ce glucose, la plante, elle a toutes sortes de métabolismes, elle va produire tout le reste des structures biologiques dont on va brièvement parler, donc les polymères structuraux, je vais revenir dessus, et les choses comme les huiles, les protéines, etc. Mais ça part du glucose. Maintenant, comme c'est une technologie de captage solaire, on peut se poser la question, quelle est l'efficacité d'un système tel que celui-là? Donc, on peut regarder. Déjà, de base, si vous partez avec 100% d'énergie solaire, il y a plus que 50% qui est perdu immédiatement parce que la chlorophylle, elle n'absorbe pas l'entier du spectre solaire. Ensuite, il y a une partie il y a peut-être 5% qui est réfléchie, qui est transmise, passe à travers la feuille, est reflétée par la feuille. Il y a certaines inefficacités dans le cycle, il y a des limites thermodynamiques dans la photosynthèse et dans la synthèse du sucre. La plante doit vivre pendant qu'elle fait la photosynthèse, donc il y a des systèmes de photorespiration et de respiration qui gaspillent aussi, qui vont faire aussi un peu de cette énergie. Donc, en théorie, une plante, ça dépend des espèces, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas trop spécialiste, on peut convertir entre les 4 et 6% en théorie d'énergie solaire en énergie chimique. En réalité, c'est beaucoup moins, parce que ça, c'est l'efficacité théorique d'une feuille. Alors, vous avez autre chose que les feuilles, hein. Vous avez le tronc, les racines, etc. Ensuite, vous n'avez pas chaque feuille qui est exposée au soleil. Donc, en tout et pour tout, c'est moins que ça. Si vous regardez les systèmes agricoles qui sont relativement bien optimisés pour maximiser la conversion d'énergie solaire, on est entre 1 et 3%. Si vous vous baladez dans la forêt, on est entre 0,1 peut-être jusqu'à 2%. D'ailleurs, je suis désolé, enfin, vous verrez, les slides sont un peu mélange, surtout en anglais et un peu en français. C'est parce que je présente à beaucoup de gens en anglais. Donc ça, si vous comparez à un panneau solaire typiquement mettez sur votre toit qui a une efficacité de 20,
peut-être un peu plus, et avec une technologie qui peut sortir des VFL, on espère même 30%. Mais en gros, on peut partir du fait que les plantes seraient au moins 10 fois moins efficaces qu'un panneau solaire. Mais ce n'est pas une comparaison qui est complètement juste, parce qu'un panneau solaire va produire des électrons. Les plantes produisent aussi des électrons, mais ensuite font encore autre chose. Hein. Ils vont faire, euh, de liaisons chimiques. En plus, ils sont en train de capter du CO2 qui est très, très dilué dans l'atmosphère. Donc, une autre façon de voir les plantes, c'est aussi comme un système de captage de carbone renouvelable. Si vous regardez notre planète, il n'y a vraiment que deux grosses sources de carbone renouvelable qui sont disponibles immédiatement. Il y a le CO2 dans l'atmosphère et les plantes sont dans une sous-catégorie du CO2 dans l'atmosphère parce qu'elles ont été, les plantes ont poussé grâce au CO2 dans l'atmosphère. Donc, on pourrait se dire, ben, allons directement, bypassons ce système relativement inefficace, allons chercher le CO2 dans l'atmosphère. C'est ce qu'essayent de faire des compagnies, vous avez entendu parler aux nouvelles, pas pour des très bonnes raisons, mais ça, c'est la compagnie Climeworks qui avait le statut de licorne, qui avait plus d'un milliard. C'est une compagnie qui est sortie des terres de Zurich, c'est pas la seule, et ils essayent de capter le CO2 directement. Et là, pour faire la comparaison, je pense que c'est moins utile de parler d'efficacité, mais une comparaison, c'est de comparer les prix de ce type de technologie aujourd'hui. Hein? Donc, aujourd'hui, les estimations d'études montrent que le captage du CO2 par ce type de système, type Climeworks, les estimations se situent de 100 à jusqu'à 1000 dollars par tonne de CO2. Je fasse attention. Moi, j'avais entendu que Climeworks, eux, ils vendaient leur tonne de CO2 à environ 600 dollars la tonne. C'est tout à fait possible. Si moi je devais deviner, mais j'en sais rien, donc je fais attention parce que c'est enregistré, je pense qu'ils me vendaient même à perte, mais ça, je ne peux pas le savoir. Je n'en suis pas sûr. Maintenant, si on compare ça à le prix de la matière végétale aujourd'hui, même en Suisse, vous pouvez acheter de la matière végétale entre 40 et 150 dollars la tonne. En Suisse, ce sera plus proche de 150. Si vous allez à un endroit comme les États-Unis, qui ont des emplois les plus optimisés que ça, ce sera plus proche de 40. Ça, vous ne pouvez pas comparer ça directement parce qu'il a fallu plus de masse de CO2 pour produire plus de tonnes de CO2 que pour produire une tonne de matière végétale. Donc, si vous traduisez ce prix en tonnes de CO2, on se retrouve entre 23 et 35 dollars par tonne de CO2. Donc, là, vous voyez déjà que l'agriculture elle est hyper compétitive pour produire du carbone renouvelable, beaucoup plus que les compagnies qui font beaucoup de bruit aux nouvelles. Et en plus, ces tonnes de carbone renouvelable, elles ont déjà été fixées et transformées en quelque chose, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, certains vous diront oui, mais bon, il ne faut peut-être pas comparer à la première technologie qui verra le jour, ce n'est pas forcément ces systèmes de captage atmosphérique. On va capturer le CO2 à partir des émissions soit fossiles, soit biogéniques, qui ont été brûlées. Un exemple typique, ce serait d'essayer de capter le CO2 à la station de combustion qui est à la Sala qui brûle nos ordures. Le problème, évidemment, c'est que si vous brûlez des choses comme du plastique, ben, ce n'est pas du CO2 qui originellement était dans l'atmosphère. Du coup, vous allez soit augmenter les émissions ou il va falloir le capturer et juste rester à zéro. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est brûler autre chose. Moi, je suis entrée dans le reste de notre présentation, c'est vraiment dommage de brûler des bois, de ruiner ces belles structures naturelles, ça peut être utilisé pour des choses un peu mieux, mais des déchets mélangés, ça pourrait être une solution intéressante. Et là, on se retrouve à des prix qui sont beaucoup plus proches des prix que je traduis avec la planète. Et je vous dis tout ça pas parce que je ne sais pas de mettre les technologies renouvelables en compétition, ça c'est une erreur qu'on fait souvent. Moi, je ne souhaite que Climeworks réussisse. Hein. J'essaie juste de poser un peu les jalons pour montrer ce qui est possible aujourd'hui. Donc, la façon de résumer ça, c'est que les plantes, c'est une technologie de capture et de transformation du carbone atmosphérique qui est relativement inefficace, mais très bas prix, très low cost. Et l'avantage des plantes aussi, c'est que ça pousse
un peu partout. Là, vous avez la distribution de la poussée de la matière végétale à travers le monde. Vous voyez qu'elle se fait de manière plus forte autour de l'équateur, surtout dans ces forêts tropicales comme l'Amazone et en Afrique. Mais il y a aussi énormément de biomasse qui est produite dans des zones qui sont traditionnellement connues pour leur agriculture, comme le Midwest américain ou le centre de la France. Ce sont des merveilleuses régions de production de matière végétale. Vous pouvez traduire ça comme en une base de ressources pour l'utilisation énergétique. Et je vais vous montrer cette image. Elle est un peu vieille, donc je ne suis pas sûr que c'est les chiffres qui sont les boîtes qui sont représenter la taille, ça a probablement un peu changé, mais le message est le même. Si vous comparez la quantité annuelle qu'on utilise aux ressources qui existent, donc ça c'est les réserves connues de pétrole, de gaz, de charbon, d'uranium, ce que vous voyez, c'est qu'on pourrait encore continuer pendant longtemps à tourner avec ces ressources-là. Le problème, c'est que ce n'est pas tellement un problème pour l'uranium, mais pour ces ressources-là, ça va devenir de plus en plus cher de les sortir. Et évidemment, le gros problème, c'est que si on les utilise toutes, ça serait vraiment la catastrophe d'un point de vue climatique. La bonne nouvelle, c'est que vous avez une ressource énorme par rapport à ce qu'on utilise d'énergie solaire qui, et ça c'est seulement annuel, c'est-à-dire ça c'est ce qui vient sur ce qui arrive sur notre planète chaque année. Et comme j'ai argumenté avant, la photosynthèse, en fait, c'est une espèce de sous-catégorie de l'énergie solaire, parce qu'elle transforme l'énergie solaire. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'hydroélectrique et le vent, qui sont aussi des espèces de transformation indirecte de l'énergie solaire. Et ce qu'on voit, c'est que la photosynthèse est relativement conséquente par rapport à l'énergie qu'on utilise. Si on regarde rien du point de vue énergétique, on produit la matière végétale qui pousse chaque année sur la planète est au moins 10 à 20 fois plus grande que ce qu'on utilise, juste en termes énergétiques. Maintenant, ça c'est l'argument, je ne sais surtout pas de dire, ah ok, c'est bon, il n'y a aucun problème avec utiliser les plantes, mais ça représente vraiment chaque bout de matière végétale qui pousse en une année. Si vous regardez au niveau de juste ce que produit l'agriculture, on est un peu près au même niveau. L'agriculture, il y a un peu plus d'énergie qu'elle produit dans l'agriculture comparé à ce qu'on utilise, mais pas beaucoup plus. Donc là, vous voyez que si on voulait tout remplacer avec les plantes, ce ne serait pas très bon. En gros, il faudrait qu'on prenne toute notre agriculture et qu'on soit presque 100% efficace en utilisant l'énergie qui pousse dans ces produits agricoles. Par contre, ce que je dirais, c'est que là, on est dans une situation ou si on regarde la base de ressources, où on peut tout à fait imaginer remplacer environ 20% du pétrole, pas de l'énergie entière, par des plantes. Ça me paraît raisonnable et je vais vous montrer des scénarios qui existent. Alors, ce que ce graphique dit aussi, c'est que si vous pouvez utiliser l'énergie solaire, ça c'est très très clair. Je pense que la solution, ce n'est pas un mystère. Il faut qu'on utilise le plus possible d'énergie solaire. Malheureusement, il y a des choses dans notre société, on ne peut pas juste utiliser de l'électricité des panneaux solaires. Parce que quand on pense à notre société et l'énergie qu'on utilise, je trouve que la plupart des gens ils pensent à ça, ils pensent au pétrole, mais on trouve du pétrole dans plein de choses, dans beaucoup de nos textiles, évidemment les plastiques, les détergents, donc les savons, et même la nourriture que vous mangez. Donc, il y a beaucoup de vanille qui est fait à partir du pétrole. Si vous avez déjà acheté même de l'huile de truffe qui est relativement chère, je crois 99% de l'huile de truffe, c'est fait à partir du pétrole. Et si vous traduisez ça dans un baril de pétrole, ben, il y a environ 20% qui va à des produits. En plus, il y a 10% qui va à du carburant d'avion. Et aujourd'hui, peut-être que ça ne sera pas le cas, mais aujourd'hui, c'est très difficile d'imaginer comment on fait voler, surtout des vols longs courriers, avec des batteries. Donc, il y a, ça, c'est vraiment des opportunités où il faut décarboniser ces secteurs qui sont très, très difficiles à décarboniser avec de l'électricité. Maintenant, on peut se poser la question. Donc, moi, j'ai un peu comme ça, je dis oui, oui, 20%. Est-ce qu'il y a des scénarios réalistes où on peut imaginer
produire assez de matière végétale. Alors là, il y a beaucoup de travail qui a été fait, surtout aux États-Unis, en partie parce qu'il y avait un gros effort de lobbying à partir de zones agricoles qui voulaient faire partie de cette bioéconomie, mais il y a eu beaucoup d'études de très haute qualité. Une de ces études s'appelait le Billion Ton Study, donc l'étude à 1 milliard de tonnes, qui a montré que 1 milliard de tonnes de biomasse pouvaient être, de plantes pouvaient être produites chaque année de manière euh, durable. Et ce que ça représentait, c'est que ça représentait 25% des carburants et une partie des produits chimiques. Donc là, je vais vous faire le résumé, c'est un peu de la propagande, mais le résumé, c'est qu'il y a bien assez, en tout cas dans un contexte comme les États-Unis, pour remplacer tous nos produits chimiques et une partie de nos carburants d'avion par la biomasse. Et une des choses qu'on entend souvent, c'est le problème de la biomasse. Est-ce qu'on va disrupter la nourriture? Et cette étude, elle a été faite de manière euh, très précise en évitant de toucher à tout ce qui était zone agraire, mais en augmentant les ressources, en allant vers des zones qui étaient moins fertiles, en faisant pousser plus, en utilisant les forêts, etc. Une autre chose que j'aime bien mentionner, puisque ça, c'est un peu un vieux débat, cette idée. Puis moi, d'ailleurs, vous verrez dans le futur de ma conférence, je ne suis pas un grand fan des carburants, à part peut-être les carburants d'avion, mais c'est souvent, ce débat, on l'appelle souvent food versus fuel, et c'est un faux débat, parce que la plupart de, de nos terrains agricoles ne sont pas utilisés pour nourrir des humains. Ils sont utilisés pour nourrir des animaux. Donc, si vous parlez, en fait, de food versus fuel qui marche dans le titre de journaux, ça devrait être fuel versus feed, animal feed, parce qu'il y a 80%, en tout cas aux États-Unis, des terres agricoles sont utilisées pour nourrir des animaux. Donc, si on avait vraiment un problème de compétition entre la biomasse pour les produits chimiques, moi je pense que ce qui sera même pas forcément le cas, on pourrait le régler rien qu'en mangeant moins de bœuf. Vous voyez, donc c'est un peu un faux débat, mais je le mentionne aussi. Il y a un autre avantage dont on parle peut-être moins souvent, du fait que la biomasse elle pousse un peu partout sur la planète. C'est la même chose avec l'énergie solaire, qui a le même avantage, c'est que ça règle certains problèmes, je dirais, géopolitiques. Là, vous avez la liste des pays qui ont du pétrole j'ai mis le classement par réserve connue. Donc, le premier pays, c'est le Venezuela, et ça, c'est les pays qui utilisent le plus de pétrole. De nouveau, je suis parti de celui qui utilise le plus, évidemment, c'est les États-Unis. Puis ce que vous voyez, c'est qu'on ne retrouve pas tellement des mêmes noms dans la liste. Et ça, dans les deux listes. Et ça crée une tension que je pense que tout le monde connaît. Ça crée de l'instabilité dans le monde et cette instabilité, elle a un coût qu'on paye tous. Et pour illustrer ça, je peux vous montrer la carte des flottes navales des États-Unis. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à dans les années 80, il y avait 4 flottes navales. Il y en avait 2 qui protégeaient le Pacifique, une en Méditerranée et une qui protégeait l'Atlantique. Ensuite, ils en ont rajouté 2. Une en Amérique du Sud et une au Moyen-Orient. Vous pouvez imaginer, ces 2 flottes, elles ont été rajoutées pour protéger les routes pétrolières. Donc, et ça, c'est un coût énorme. C'est les États-Unis qui payent, mais on le paye tous d'une certaine manière. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont un coût indirect auquel on ne pense pas forcément. Donc, j'espère que là, je suis convaincu que les plantes, elles peuvent jouer un rôle dans la transition renouvelable. Pas la seule chose qu'il faut faire, hein, c'est un outil dans la panoplie qu'on doit utiliser. Et la deuxième question à laquelle je vais répondre ce soir, c'est comment elles vont jouer sur ce rôle. Et là, je vais revenir à mon titre, et cette idée de préserver des structures naturelles. Et là, je vais vous donner un peu ma vision personnelle. Donc, c'est plus une opinion, je vais juste vous le dire un peu directement. Parce qu'en voulant produire des nouveaux produits chimiques avec des structures naturelles préservées,
indirectement, ce que je suis en train de dire, c'est que j'aimerais produire des produits chimiques qui sont différents de ceux qu'on utilise aujourd'hui. Vous pourriez me dire, ah, ça c'est un peu compliqué. Pourquoi est-ce qu'on ne produit pas les mêmes? On a toutes les chaînes de logistique qui sont déjà là, etc., etc. Alors, je vais essayer de vous convaincre que c'est une bonne idée en utilisant une analogie au système de transport, spécifiquement la mobilité renouvelable. Donc, et je vais commencer ce soir en regardant les investissements dans la mobilité renouvelable. Donc, la mobilité, le transport, c'était un des premiers secteurs qu'on a essayé de décarboner, avec raison. Et vous pouvez regarder quelles technologies ont été d'intérêt en regardant où se sont faits les investissements au fil des années. Et une des premières technologies, pas surprenant, c'était les carburants liquides faits à partir de plantes. Il y a eu des investissements. Le pic a été autour de 2006-2007, les choses comme le bioéthanol, le biodiesel et le diesel renouvelable. C'est pas une coïncidence que c'est exactement quand j'ai commencé ma thèse et beaucoup de mes financements sont venus de cet élan. D'ailleurs, cet élan, il s'est traduit dans la politique. Hein, si vous regardez le dessous de mes tweets, je pense on est tous tellement traumatisés ces jours qu'on se souvient avec beaucoup de nostalgie des années 2000. Mais en tant que quelqu'un qui est à moitié américain, je peux vous dire qu'à l'époque, on pensait que c'était un mauvais président. Évidemment aujourd'hui, on a tellement changé de référentiel qu'on se dit, ah, c'était presque Winston Churchill à l'époque. Mais à l'époque, ouais, on pensait pas beaucoup de bien de lui, mais il s'intéressait à la biomasse parce qu'il y avait beaucoup d'électeurs en Iowa, puis en Pennsylvanie, etc., tous ces États agraires. Et puis, il a fait des prévisions qui étaient maintenant complètement fausses, hein, de dire qu'on allait remplacer énormément le pétrole américain par des choses comme le bioéthanol. Évidemment, on sait tous ce qui s'est passé. Ça, ce n'est pas du tout arrivé. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui continue d'arriver, c'est que la mobilité électrique a complètement pris dessus. La politique, oui, maintenant, Biden, je n'ai pas pris le président américain aujourd'hui, hein, parce que ses discours ne sont pas très cohérents, mais vous voyez que Biden parlait que des voitures électriques. Et on peut se demander pourquoi c'est arrivé, pourquoi il y a eu cette transition qui a été largement poussée par le marché plutôt que par la politique. Et une façon d'avoir la réponse, c'est de demander aux gens pourquoi ils ont été d'accord de changer de système. Parce que finalement, quand on prend plus de risques, si on avait une voiture qui roulait à l'éthanol, il y a tout qui est un peu la même chose qu'avant. Tandis qu'il faut vraiment faire un effort pour passer à l'électrique. Si on leur demande, ce qui est intéressant, c'est que la première raison que les gens donnent, c'est jamais une raison environnementale, c'est le fait que c'est beaucoup plus facile d'avoir une voiture électrique pour plein de raisons. Et moi, je suis d'accord, moi, j'ai acheté une voiture électrique. Le truc que je préfère, c'est que j'ai plus besoin d'aller à la station-service. Et j'ai moins besoin d'aller chez mon garagiste. C'est vraiment très, très agréable. Les gens ensuite mentionnent l'environnement, mais généralement pas forcément le changement climatique, mais les émissions locales. Le fait que la voiture est plus loin, elle est moins dangereuse, vous n'avez pas besoin de vous inquiétez moins de la pollution de l'air en ville, etc. Ce qui est vrai. Et ensuite, il mentionne toute une série de facteurs technologiques, d'innovation, etc. C'est plus agréable à conduire, ce qui est vrai. Et il mentionne encore un facteur environnemental, c'est qu'ils sont moins dépendants au pétrole. Et en ce moment, c'est difficile de donner du crédit à Elon Musk, et je n'aime pas lui envoyer des fleurs, mais une chose qu'il a fait de manière très intelligente, c'est il a fait que les voitures électriques ne soient pas juste des outils pour le changement climatique. Il les a rendus excitantes en mettant un gros iPad sur la voiture et puis en mettant toutes sortes d'améliorations technologiques qui rendent la voiture plus excitante. Alors, ça, c'est mon analogie. Comment ça traduit à la chimie? Ben, je pense qu'avec la chimie, c'est la même chose. Dans les transitions majeures, on ne peut pas juste vendre la chose aux gens en disant, ben, on va transitionner, ça va être moins bien qu'avant, ça va être plus cher. Ça, c'est très difficile à vendre politiquement. Vous pouvez le faire s'il y a une crise majeure, si on n'a plus rien d'autre, on leur dit, bon, on va faire comme ça, mais sinon, ça n'a aucune chance.
Par contre, il y a une chance, c'est de faire exactement comme les voitures électriques, c'est de proposer quelque chose qui est non seulement durable, mais qui a d'autres avantages. Et là, maintenant, je vais finalement entrer dans ma recherche, qui suit un peu cette liste. Donc peut-être, juste pour vous donner une vision un peu d'oiseau, si on voulait produire les mêmes produits qu'aujourd'hui, ce qu'on peut d'abord faire, c'est déconstruire la matière végétale. Ça prend au moins 2 étapes. On produirait soit des sucres, soit ces molécules un peu bizarres, aromatiques auxquelles je vais revenir. On peut aussi la gazifier pour produire juste de l'hydrogène et du CO. Et ensuite, on pourrait reconstruire, donc ça c'est possible, hein, on peut reconstruire moléculairement ces choses et arriver aux produits d'aujourd'hui. Ça prend beaucoup d'étapes. Ce que je dis et ce qu'on a développé dans le labo, c'est une façon de directement, en une étape, déconstruire et ce qu'on appelle fonctionnaliser la matière végétale pour produire un produit. Et c'est beaucoup plus facile d'arriver à ce produit parce qu'on n'a pas changé la structure de la plante. En gros, on va garder la structure naturelle. Et non seulement c'est plus facile, mais en plus, on va avoir toutes sortes d'autres avantages. Moi, je vais essayer de convaincre que garder les structures naturelles, ça ne se paye pas forcément en performance. Vous pouvez avoir une bonne performance, on peut avoir une excellente recyclabilité et on peut être plus bénin pour l'environnement et moins toxique pour les humains. Je vais vous donner une série d'exemples. Donc, la première chose à faire, c'est d'utiliser cette matière végétale. La matière végétale, j'y ai touché avant, c'est quoi? En gros, d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de la matière lignocellulosique. C'est un mot un peu compliqué pour désigner toute la matière végétale que vous voyez autour de vous, qui est non comestible, que vous voyez autour de vous chaque jour, les feuilles, le bois, etc. Ça fait tout partie de la même catégorie. Cette matière lignocellulosique, elle est faite de cellules végétales. Ces cellules végétales, 99% de leur masse, 95% de leur masse, elle est généralement dans des macrophiles et des microphiles de 3 polymères biologiques, donc des chaînes de molécules. Vous avez la cellulose, dont vous avez probablement entendu parler, c'est une chaîne cristalline de glucose. Vous avez l'hémicellulose, qui est aussi une chaîne de sucre, mais des sucres un peu différents, des sucres avec 5 carbones, essentiellement ce qu'on appelle la xylose, le deuxième sucre le plus proche sur la planète après le glucose. Et vous avez quelque chose qui s'appelle la lignine, qui est une molécule polyaromatique. Les molécules aromatiques, c'est celles qui ont cette structure là, et c'est particulièrement intéressant parce que c'est de loin la source la plus abondante dans l'environnement de structures aromatiques et on utilise énormément ces structures aromatiques dans notre industrie chimique. Donc l'idée, si vous êtes chimiste, si vous voulez utiliser la matière végétale, en gros, vous avez besoin de casser ces 3 chaînes de molécules. Et si vous voulez casser ces 3 chaînes de molécules, vous devez casser des liaisons chimiques que j'ai mis en bleu. Vous voyez, c'est surtout des liaisons carbone, oxygène, carbone. Alors, je vais continuer à vous montrer des liaisons chimiques. Si les liaisons chimiques, ce n'est pas trop votre truc, je vais vite vous expliquer les slides à venir avec un schéma beaucoup plus simple. Donc, en gros, vous avez les chaînes de molécules, puis nous, on aimerait les casser pour avoir une seule molécule. Le problème, c'est que les conditions dont on a besoin pour casser ces chaînes de molécules ont tendance, donc on part avec quelque chose qui a de la valeur. Le bois, etc., vous l'utilisez, vous pouvez le brûler, vous pouvez l'utiliser dans la construction. On aimerait le casser en une seule molécule parce que potentiellement, ça a plus de valeur, surtout dans l'industrie chimique. Le problème, c'est aux conditions auxquelles ces molécules vont se casser, on va dégrader ce qu'on essaye de produire. Ça va être détruit. Et ça a quasiment aucune valeur. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à ça sans faire ça. Et la recherche qu'on a développée au labo, en gros, l'idée, c'est qu'on va attraper cette molécule de manière chimique et la fonctionnaliser et la protéger. Et ça va nous permettre de la garder intacte, pas que ça arrive. Donc ça, c'est la version simplifiée. Maintenant, si vous êtes fan de molécules, de structures chimiques, je vais vous donner les détails. Alors, en gros, pourquoi ces molécules végétales elles sont si fragiles? Ben, je vais vous montrer pourquoi en vous montrant les molécules principales, qui sont cette lignine et cette polysaccharide. Et on va commencer par la lignine, parce que ça a longtemps vexé les chimistes qui essayent de la convertir. La lignine, elle est en fait très fragile.
Pourquoi elle est très fragile? Et là, je vais vous donner des arguments chimiques, donc ça ne vous intéresse pas, vous faites une pause mentale pendant 5 minutes. Euh, c'est parce qu'il y a un groupement, ce qu'on appelle OH, ou hydroxyle, en position benzylique de cette structure aromatique. Et celle-là, elle peut très facilement partir, donc elle va se déshydrater, puisqu'on va enlever l'eau. Vous avez une structure, euh, vous avez une structure insaturée qui ressemble un peu au styrène. Comme le styrène, ben, ça peut former du polystyrène, puis vous avez une condensation. En fait, la ligne va se coller à elle-même. Elle devient quasiment inutilisable. Vous avez un problème similaire avec les sucres. C'est-à-dire que si vous voulez les hydrolyser pour produire, donc ça c'est des chaînes de sucre, si vous voulez les hydrolyser pour produire des sucres simples, une fois qu'on a des sucres simples, on sait faire des choses avec. Un exemple, c'est on peut faire de la bière. En fait, le bioéthanol, c'est de la très mauvaise bière. Il n'a pas très bon goût, mais c'est un procédé relativement efficace. Mais c'est exactement ce qu'ils font. Dans le bioéthanol, ils essaient de produire des sucres, puis ensuite ils font de la bière probablement assez dégueulasse et puis ils la purifient pour nous mettre ça dans une boîte. Le problème, c'est que dans des conditions relativement simples, comme de l'eau, si vous chauffiez de la cellulose dans l'eau, bah, cette réaction va se passer. Le problème, c'est qu'il y en a une autre qui va se passer encore plus vite. C'est la réaction de dégradation des sucres. Et je vous garantis que vous connaissez toutes ces réactions, parce que si vous avez déjà fait un caramel à la maison, c'est le fait que ça devient brun, c'est exactement ce type de réaction qui est en train de se passer. Vous pouvez imaginer que si vous arrivez à faire ça dans votre casserole à la maison, c'est hyper facile de faire ça dans des conditions qui peuvent défaire le bois. Alors, dans le laboratoire, on a essayé de trouver d'autres réactions qui pouvaient empêcher cette dégradation de se passer. Et spécifiquement, on va protéger ces structures de diol, qui sont aussi donc, de double groupement OH, ici et là. Et on va faire ça avec des aldéhydes pour former ce qu'on appelle des acétals. Donc, nouveau, si vous n'êtes pas chimiste, vous pouvez peut-être vous rendre compte que si ça, c'est fragile, ben on l'a un peu armuré en formant cette liaison. Même chose avec les sucres, on peut les attraper dans ces structures qui ont l'air un peu rigolotes, qui sont des tricycles, et les empêcher de se dégrader. Puis pour vous convaincre que ça marche, je vais vous montrer une image. Donc ça, c'est une extraction typique de la lignine du bois. Ça se passe dans toutes les papeteries. Donc dans toutes les papeteries, ce n'est pas exactement le même procédé, mais c'est assez proche. Donc là, on a juste pris du bois, on l'a mis dans un solvant organique avec pas mal d'acide, et on l'a cuit au beau à 80 degrés. Puis ce que vous voyez typiquement, c'est ça. C'est-à-dire que ça devient noir, parce que la lignine, elle est sortie du bois, la cellulose, elle est toujours là, donc vous pouvez ensuite l'utiliser pour faire du papier. C'est comme ça que fonctionne une papeterie. Mais la lignine, elle est détruite. Là, c'est exactement la même réaction. Tout est la même chose, sauf qu'on a ajouté l'aldéhyde le plus simple, le formaldéhyde. Et rien qu'à la couleur, j'espère qu'on voit quelque chose s'est passé. Hein, on dirait qu'on a prévenu une certaine destruction de la lignine. Ça, c'est la même chose, c'est de la cellulose, donc juste du papier qu'on a cuit à une température un peu plus élevée, 180 degrés, dans de l'acide et un solvant organique. Normalement, vous verrez ça. Donc, la cellulose a commencé à se déconstruire, mais la couleur noire vient du fait que ça se détruit. Ça, c'est exactement tout qui est pareil, sauf qu'on a juste ajouté une molécule, le formaldéhyde, et rien que par la couleur, vous voyez, nouveau, on prévient cette dégradation. Donc, ça, ce que ça nous permet en théorie de faire, et on a même créé une start-up à partir de ce procédé. L'idée, c'est que maintenant, on peut séparer les trois composés de la plante, mais on a gardé leur capacité de faire des produits à haute valeur ajoutée. Alors, généralement, une papeterie, elle valorise cette barre grise, mais pas vraiment les deux autres. Puis là, on a l'opportunité de valoriser les trois. Maintenant, on avait fait beaucoup de recherches où on fonctionnalisait, défonctionnalisait, donc on revenait en arrière. L'idée qu'on a eue plus récemment, c'était de dire, ben, est-ce qu'on peut prendre ces molécules fonctionnalisées qu'on peut produire très facilement et directement l'utiliser comme un produit. Donc là, je vais montrer beaucoup de structures. Je vais revenir sur mon petit schéma. Donc l'idée, c'est non seulement de seulement protéger, mais en plus, on va dire, OK, en protégeant, on va en profiter pour ajouter une autre fonctionnalité utile, et ça, potentiellement, ça va être un produit utile. Et ça a potentiellement encore plus de valeur que ça, parce qu'on peut directement l'utiliser dans quelque chose. Et maintenant, je vais vous montrer des exemples de comment on peut utiliser le produit.
Alors, je vais parler de toutes ces molécules, mais je vais commencer avec celle-là, parce que c'est celle-là avec laquelle on a eu le plus de succès. Donc là, vous avez un xylose qu'on a fonctionnalisé avec ces réactions acétales. Et une des premières applications qui nous intéressait, c'était de faire des polyesters, donc des plastiques. Juste pour vous montrer, aujourd'hui, on pourrait déjà faire des plastiques à partir du bois. On peut faire cette molécule qui ressemble à l'acide terephthalique, ou on peut faire de l'acide terephthalique. Ne vous inquiétez pas, moi je ne vais pas vous faire tout le procédé, ce que je vais vous montrer ici. Donc, l'acide terephthalique, c'est le T dans PET. Donc, c'est l'unité qui se répète dans la chaîne du plastique. Et vous n'avez pas du tout besoin de suivre ça. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que de faire de l'acide terephthalique à partir du bois, c'est compliqué. Il y a plein d'étapes. Tout ça, ça va faire qu'il y ait des rendements qui sont bas, ça va produire beaucoup de déchets. Et d'ailleurs, il y a une start-up qui essaye de faire ça avec ce procédé, ben, elle ne va pas faire. Parce que c'est très, très difficile. En gros, le message que vous essayez de vendre votre acide terephthalique, c'est est-ce que vous voulez acheter la même chose, mais beaucoup plus cher. Mais c'est renouvelable. Et le problème, c'est que personne n'est prêt à payer plus pour ça. Notre idée, c'était de prendre un aldéhyde qui n'est pas seulement un aldéhyde, mais qui est plus fonctionnel, où il y a aussi un acide carboxylique. On peut fonctionnaliser la xylose, puis même si vous n'êtes pas chimiste, vous dites, ah, ça, il y a un corps rigide, il y a deux acides, ça ressemble un peu à ça. Et si on arrive à faire ça, on pourrait avoir un précurseur de plastique qu'on peut produire en gros en une étape, en cuisant du bois, on arrive à produire ce précurseur. Et ça marche super bien. On arrive à des rendements presque quantitatifs à partir de la xylose. Donc, vous pouvez vraiment cuire le bois, vous produisez cette molécule, on la sépare et on fait des plastiques qui sortent de notre réacteur qui ressemblent à ça. Le fait qu'il y ait peu de couleurs, malgré le fait qu'on produise ça à partir du bois, ça montre à quel point ce procédé est efficace. Et ce qui avait vraiment fait un peu de bruit quand on a publié ce papier, c'est que ce procédé il est incroyablement simple par rapport aux autres. Mais le plastique, il avait des propriétés intéressantes. Donc, on l'a injecté pour faire ce type de forme. Il a des bonnes propriétés mécaniques. Si vous connaissez un peu des plastiques, il est en fait plus solide que le PET. Il est proche du polycarbonate qu'on fait à partir de bisphénol A, si ça vous dit quelque chose. Donc, ça, c'est généralement un plastique qui est plus cher que le PET parce qu'on l'utilise pour des applications d'un plastique plus fort et plus dur. Donc là, ça montre aussi que les structures naturelles, vous n'avez pas forcément besoin de sacrifier la performance. On a fait des films, on a fait de l'impression 3D. Ça, c'était notre premier effort. On est devenu meilleur, on a réussi à faire une feuille. Donc ça, c'était notre essai d'être poétique. Je ne sais pas ce que je pensais. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce polymère, il est très, très recyclable. On peut le recycler facilement en faisant de l'acetone liquide, en méthanol. En gros, là, on a mélangé notre polymère à d'autres déchets de plastique. On a montré qu'on arrivait à récupérer 95% de la molécule, puis ensuite de faire un nouveau plastique à des rendements de 73%. Et la seule raison pour laquelle on pense qu'il y a une différence entre ces deux chiffres, c'est parce que dans notre labo, on n'a pas une colonne de distillation industrielle, donc on a perdu un peu de produit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce plastique, ça peut être intéressant ou pas, ou mauvais, ça dépend de l'application, c'est que dans les conditions où on l'a synthétisé, on pense qu'on peut encore optimiser ça un peu, il se dégrade dans l'eau. À partir d'à peu près 90, 100 jours, commencez à perdre de la masse. Vous le perdez plus vite si vous êtes dans des conditions physiologiques, ça arrive après 20 jours, jusqu'à ce que vous perdiez de la masse, les propriétés, elles sont intactes. Et de nouveau, là, je vais vous montrer une structure. Ce qui est intéressant, c'est que l'acétal casse, mais aussi, c'est que l'ester casse d'abord et ensuite l'acétal. Mais ce que vous relâchez, ça, c'est un sucre. Et ça, c'est de l'acide dioxyde qui est déjà partout présent dans votre corps. Donc vraiment, il n'y a aucun problème de toxicité pour l'humain, pour la nature. C'est des molécules qui sont déjà partout. Comme c'est le seul problème avec cette molécule, c'est qu'elle n'est pas très, elle est peut-être un peu trop facile à casser. Donc, on s'est tourné non pas vers un ester, mais un amide. Ça, c'est les liaisons typiques que vous avez dans les nylons. La réaction marche très bien. On arrive à recycler, c'est un matériau très, très robuste. On était vraiment impressionnés. On arrive à le recycler mécaniquement, on l'a fait passer dans des systèmes d'extrusion industrielle. Il n'a pas du tout perdu ses propriétés. On peut aussi le recycler, mais comme il est beaucoup plus robuste, on doit utiliser beaucoup plus d'acide, mais ça marche quand même. On a
fabriquer des fibres industrielles, on a aussi fait de l'impression 3D, on a fait une coque de téléphone, je l'ai dans mon sac, je vais vous la montrer à la fin. Et j'aimerais mettre juste en perspective les propriétés de ce matériau avec ceux du polyamide que vous connaissez tous, qui est le nylon. Le nylon, on l'utilise, mais en fait, le nylon, il n'est pas si fort que ça, il n'est pas si dur que ça, c'est tous les mots qui veulent dire quelque chose de très spécifique en polymère, mais vous pouvez imaginer, et il se ramollit à une température qui est relativement basse, 54 degrés. Ce n'est pas un matériau particulièrement performant, c'est juste un matériau qu'on fait parce que on a les molécules, les molécules issues du pétrole sont facilement accessibles. Le problème, c'est que si vous voulez faire du bio-nylon, donc il y a Evonik, qui est une compagnie chimique qui fait du bio-nylon, généralement les propriétés sont pires. Ça, c'est un exemple de bio-nylon fait à partir de l'acide sébacique qui vient. Mais il me semble que ça, c'est un des nylons qui était utilisé dans les baskets On. Il y avait un truc sur temps présent. Il n'y a pas longtemps, c'est pas hyper renouvelable d'ailleurs, c'est problématique. Mais si vous voulez une vraiment bonne propriété, sinon, vous devez vous tourner vers quelque chose qui s'appelle un polyphtalmide. Ça, c'est un polyamide qui a une structure aromatique. Ça, c'est l'exemple d'un produit qui s'appelle le grillamide qu'on utilise dans l'industrie automobile. Ce qui est intéressant, c'est que notre matériau ressemble à un polyphtalmide. Donc, c'est un matériau qui a des propriétés où normalement on aurait besoin de structure aromatique issue du pétrole, mais nous, on arrive à faire ça avec un cycle de sucre. Donc, normalement, quand on veut faire un plastique à haute performance, on utilise un cycle aromatique qui vient du pétrole. Il y a beaucoup de problèmes de toxicité. Nous, on arrive à répliquer cet effet avec un cycle rigide de sucre qui n'a aucune toxicité. Donc, ça, d'un point de vue chimique, c'est très intéressant. J'ai encore deux exemples. Maintenant, je vais switcher des plastiques et j'aimerais parler des surfactants, donc des détergents, si vous voulez. Et spécifiquement des détergents de performance. Donc, moi, je pense que vous ne pensez pas souvent au fait que vos savons ont une certaine performance, mais ils en ont une. Si je prends la bouteille de shampoing moyen, puis là, j'ai rien de spécial à dire sur L'Oréal, c'est juste la première question sur Google. Le premier ingrédient après l'eau, c'est ce sodium lauryl sulfate, SLES. Et la structure de ce détergent, c'est une structure où vous avez une longue chaîne qui est en fait biobasée. Il vient de l'huile de graines de palme, donc pas l'huile de palme dont vous avez peut-être entendu parler, mais l'huile de la graine. Et ensuite, vous avez le sulfate. Ça, on peut discuter si c'est renouvelable ou pas, mais il y a plein de sulfures sur la planète. C'est une soupe sur la planète, c'est pas un souci. Mais il y a cette chaîne de PEG, étoxylée de PEG. Ça, c'est fait à partir de l'éthylène. Et ça a des problèmes de persistance environnementale. Ça biodégrade, mais ça reste un petit moment dans l'environnement. Et donc, vous vous dites, OK, c'est pas renouvelable, ça a des problèmes de persistance environnementale. Pourquoi il l'utilise? Il l'utilise à cause de la dureté, pour résister à la dureté de l'eau. S'il n'y avait pas ça, et vous le verrez après dans les données, votre shampoing, on lave les cheveux, il précipiterait, puis il deviendrait tout granuleux. Et nous, on avait l'idée de dire, est-ce qu'on préfère des surfactants de performance en utilisant notre structure dessus? Pour ça, il faut qu'on prenne un truc hydrophile qui aime l'eau, puis qu'on le rende hydrophobe, qui aime l'huile. Donc, on s'est dit, on va rajouter des longues chaînes qui aiment l'huile, puis ça, on y arrive et on forme une molécule hydrophobe. Le problème, c'est que pour être un surfactant, il faut aimer les deux. Et du coup, on voulait fonctionnaliser la moitié de la molécule. Et là, on s'est tourné vers faire ce qu'on appelle de la catalyse. On utilise un acide qui est non pas juste en solution, mais un acide qui est confiné dans une cavité d'un matériau qui s'appelle un zéolite, que vous connaissez tous, parce que c'est les mêmes matériaux que dans la litière de chat, qui ont des très petites cavités. Et en fait, en utilisant une cavité assez fine, on peut forcer la réaction à faire que cette molécule, parce que la cavité elle est tellement petite que la molécule avec deux chaînes, elle ne rentrerait pas dedans. Donc la réaction, elle s'arrête à la demi-fonctionnalisation. Ça, c'est une molécule qui aime l'eau et l'huile. On peut la fonctionnaliser en ajoutant un acide carboxylique ou en ajoutant ce sulfate. Et ça ressemble maintenant au SLES qu'il y a dans le shampoing. Maintenant, je vais comparer cette molécule au détergent industriel, puis vous voyez pourquoi il rajoute cette chaîne. Parce que ça, c'est la même molécule sans cette chaîne de PEG. Et puis, ce graphe, sur l'axe des X, je vous montre ce qu'on appelle le critical micelle
concentration, je suis désolé, je ne sais pas comment on dit en français, mais en gros, c'est à quel point c'est un bon savon, où il est le plus proche de zéro possible, parce qu'en gros, c'est la concentration minimum à laquelle vous avez l'effet maximum. Donc, plus c'est bas, moins vous avez besoin d'utiliser le savon. Et puis là, vous avez la stabilité en présence de calcaire. Donc, si sur l'axe des Y, je montre à quelle concentration il précipite. Puis là, on est à la limite de solubilité du calcaire. Donc, si vous êtes tout en haut, comme la molécule qui est dans votre shampoing, il ne précipite jamais. Puis ce qu'on voit, c'est qu'en rajoutant cette molécule de sucre à cette molécule, on arrive aux mêmes performances que notre molécule qui a notre chaîne du pétrole. Et ça, donc là, je vais vous montrer en photo. Donc ça, c'est la molécule sans la chaîne étoxylée. On voit qu'elle précipite. Ça, c'est ce qu'il y a dans votre shampoing. Aucune précipitation, magnifique. Ça, c'est notre molécule avec la chaîne de sucre, de nouveau. Magnifique, pas de précipitation. Il y a même des jolies bulles. Bon, tout va bien. Et ça biodégrade très facilement. Donc là, on a un contrôle où c'est juste le sucre. Là, on a notre molécule. C'est un peu plus lent, mais ça biodégrade dans l'environnement. Dernier exemple, j'aimerais vous parler de la lignine et d'un exemple où on voulait s'attaquer à ce problème. Donc, vous avez peut-être vu des articles comme ça, c'est dans le New York Times en juin, qui disaient, ouh, attention, est-ce que le reçu ou le papier qui est sur les papiers Amazon est toxique? Donc, pourquoi est-ce qu'ils disaient ça? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du papier thermique. Le papier thermique, c'est quoi? C'est du papier normal sur lequel il y a une couche thermique. Dans cette couche thermique, il y a des choses comme des développeurs, des colorants et d'autres additifs. Le colorant, c'est généralement un colorant qu'on appelle l'EPO, en gros, qui n'a pas de couleur, mais en présence d'un acide faible et de la chaleur, on arrive à le protoner, ça c'est un terme chimique, et puis on lui donne un proton, donc un H, et il va devenir coloré, donc en présence de chaleur. Comme ces deux éléments ils sont déjà dans le papier, ils changent de couleur. L'avantage du papier thermique, c'est que vous n'avez pas besoin d'encre. Vous n'avez pas besoin de cartouches, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il sèche. Donc, c'est une façon peu chère de faire de l'imprimante. C'est pour ça que c'est utilisé dans toutes ces applications low cost, comme au supermarché, à l'aéroport, etc. Le problème, c'est quoi? C'est que cet acide faible, historiquement, on utilisait le bisphénol A, qui est un disrupteur endocrinien. Récemment, il a été remplacé par le bisphénol S. Alors ça n'a pas de problème de légalité, mais c'est pas top, parce que c'est moins un disrupteur endocrinien, mais c'est toujours un disrupteur endocrinien. Donc, c'est pas vraiment moins toxique. Donc, tous ces trucs où c'est écrit BPA-free, c'est pas forcément si bien que ça. Donc, nous, on avait l'idée d'utiliser la lignine, qui est un extrait direct du bois. Le problème, c'est que généralement, la lignine, parce qu'elle a les mêmes structures moléculaires, généralement, la lignine, elle est colorée, donc ça, c'est un problème, et elle a de la peine à se mélanger à la couche thermique. Donc, nous, on a réglé les deux problèmes en faisant une extraction très sélective et en sélectionnant une fraction qui avait peu de couleurs. Notre lignine avait déjà beaucoup moins de couleurs que la lignine industrielle, mais on a réussi à trouver une fraction quasiment incolore. Et en choisissant la fonctionnalité qu'on voulait, on pouvait contrôler la compatibilité avec le papier thermique. Et on a fait ce type de prototype. Vous voyez, ça marche. On a même réussi à faire un prototype qui marche dans notre imprimante à étiquette du labo. Donc, vous vous dites, ouais, c'est pas aussi joli qu'une imprimante, un code barre à la micro. Mais si on fait ça à partir du bisphénol A, on a aussi un code barre qui n'a pas l'air top. Donc, je pense que c'est plus notre habileté à faire ces papiers thermiques ne sont pas très bien formulés plutôt qu'un problème de chimie. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la toxicité. Donc là, vous avez la raison pour laquelle le bisphénol A est problématique. Là, vous avez la réponse de cellules spécialisées à l'estradiol, donc ça, c'est l'estrogène dans votre corps. Et vous voyez, le problème du bisphénol A, c'est qu'il induit aussi une réponse. Il faut une concentration beaucoup plus élevée, mais il induit une réponse. C'est pour ça qu'on n'aime pas essayer de retirer le bisphénol A. Puis vous voyez, le bisphénol S, il induit aussi une réponse. Il en faut juste 10 fois plus. Donc, il est moins toxique, mais il a toujours un problème de toxicité. Alors, notre molécule issue du bois, elle induit une réponse, mais il en faut 10 000 fois plus. En plus, c'est un polymère, donc on ne peut pas pénétrer votre couche thermique. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup moins toxique. On a même formulé ce papier thermique avec une molécule issue du sucre qui ne vaut aucun signal de toxicité parce que c'est des molécules avec une structure de sucre. Donc il y a vraiment une opportunité de faire des choses moins toxiques.
Ça, c'est ma dernière diapositive. C'est juste pour vous dire que nous, on s'est intéressé à ces molécules parce qu'elles sont faciles à faire. Elles sont faciles à faire parce qu'on a pris la structure naturelle puis on a construit ce qu'on voulait autour. Mais ce qui était une bonne surprise, on s'est cherché qu'il y avait toutes sortes d'autres avantages, dont ces problèmes réduits de toxicité, cette meilleure compatibilité avec l'environnement, cette performance, cette recyclabilité. Et ça, c'est le message positif, c'est que je pense vraiment qu'il y a des opportunités comme ça pour faire une transition, et ça ne va pas juste être la même chose que maintenant, mais en plus cher. Je pense qu'il y a l'opportunité de construire une industrie chimique qui est plus agréable, qui est meilleure pour la société. Donc sur ça, c'est mon groupe. Comme c'est une conférence publique, j'aime bien répéter aux gens que dans cette photo, il y a deux Suisses. Il y a moi, qui suis qu'à moitié Suisse, et il y a un étudiant. Le reste, c'est tous des étrangers. Ce n'est pas parce que je ne veux pas engager des Suisses. C'est juste pour... Je ne pense pas que ça, c'est peut-être pas la bonne audience pour faire passer le message, parce que je pense que vous êtes très sympathique à l'idée de la migration, mais c'est juste pour dire qu'à l'EPFL, c'est vraiment une success story. On amène les gens les plus brillants par le monde. C'est eux qui amènent des choses extraordinaires à la Suisse, qui font avancer la recherche suisse. Et j'aime juste bien le répéter. Ça, c'est notre financement et je suis très heureux de prendre mon fils. Alors, quelques questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Première question. Dans les avantages de travailler en électricité, je suis étonné de ne pas le prix. Où on en fait par rapport au temps. Parce que vous dites, c'est plus cher ou moins cher? Oui, quand on demande aux gens s'ils trouvaient que c'était mieux l'électricité, on parle du prix. C'est vrai, moi j'ai juste pris l'étude, hein, je vous ai mis ça tel quel. Je crois, là je vais parler tout à fait de mon expérience personnelle. Hein. Mon expérience, c'est que la voiture elle est plus chère, mais ensuite elle coûte moins cher après. Donc je pense, les gens qui ont. Et puis cette étude, elle date aussi. Donc je pense que les gens qui ont répondu, ce n'est pas forcément le prix. Probablement à l'époque où ils ont acheté leur voiture, le souci du prix, ce n'était pas celui qui était le principal. Mais d'autant plus, bon, maintenant, ça, c'est vraiment en train, avec les voitures qui viennent de Chine, surtout, qui vont arriver, je pense que ça va être de moins en moins un problème. Mais initialement, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est aussi un problème dans l'industrie, c'est vraiment un problème dans l'industrie chimique, c'est que les premiers produits qu'on va faire, ils ne vont jamais être compétitifs avec l'industrie du pétrole, parce que vous avez un truc qui ça fait 150 ans, 150 ans. Comment est-ce qu'on peut être en compétition avec ça? Parce que leur usine, elle a été payée il y a minimum 50, 60 ans. Donc, moi, maintenant, je dois construire une nouvelle usine. Comment je vais vous offrir le même prix? Donc, ça montre. Et de nouveau, là, je dois donner, ça me fait un peu mal, mais donner un compliment à Elon Musk, c'est que lui, il a compris que les premières voitures qu'il a faites, il faut offrir des avantages aux gens, soit au niveau de l'image, mais surtout au niveau de la technologie, etc., pour les convaincre de payer plus. Et c'est comme ça qu'on rentre. Si c'est que des arguments environnementaux, aujourd'hui, en tout cas, ça paye pas. Pour continuer cette discussion sur la voiture électrique, le véhicule à batterie, je pense qu'on sous-estime le coût écologique, énergétique de la construction de la batterie et le recyclage de ces mêmes batteries. Je trouve que là, il y a il y a un problème géopolitique avec les matériaux nécessaires pour la batterie au lithium. Et on ne voit pas d'alternative à la batterie au lithium. Ce n'est pas le lithium qui est le problème, c'est le cobalt, c'est l'idée, c'est les rares, bien avec. Et je trouve que c'est quelque chose qui est une épée de Damoclès. Personnellement, je pense que je suis d'accord, mais tout ce que j'ai vu, spécialement, ça s'améliore chaque année. Et tout ce que j'ai vu montre que. Alors, ça, c'est une discussion importante, parce que des fois, on présente la chose. C'est pas ma spécialité, hein, mais je vais faire ce que tous les profs font, c'est que je vais répondre sur des trucs que je ne connais pas très bien. Non, mais ce que j'ai quand même un petit peu étudié la chose, puis ce qu'on voit, ce qui est clair, c'est que c'est mieux que les voitures qui roulent au pétrole. Ça, c'est sûr.
Maintenant, je pense que c'est trop présenté comme une solution qui a zéro émission. Ça, c'est évidemment pas vrai. Qui a zéro problème environnemental. C'est pas vrai. Toutes les solutions qu'on a devant nous, c'est un peu les solutions la moins pire. Et je pense que la voiture électrique, elle est moins pire. Ça, c'est sûr. Que la voiture au pétrole. Quel degré de moins pire, ça, on verra. Alors, moi, j'ai la solution. Ouais. C'est le carburant de synthèse. Parce que la voiture à combustion interne, diesel, benzine, les matériaux sont extrêmement bon marché, recyclables, complètement, et très abondants sur la Terre. Il n'y a pas de problème géopolitique. Mais qu'est-ce que c'est qu'un carburant de synthèse? C'est biocarburant. Là, c'est discutable, parce qu'on se prenait en compétition, comme je l'ai expliqué, avec l'agriculture. Mais ce que l'on sait faire mieux, c'est des panneaux photovoltaïques qui viennent de plus en plus efficients. Donc, on va avoir de l'électricité qui vient de meilleur marché et meilleur marché. Il y aura des études qui montrent. Alors, jusqu'à maintenant, on prenait du charbon, du gaz, du pétrole pour faire de l'électricité. Maintenant, ça vaut le coup de prendre de l'électricité pour faire du gaz, du gaz naturel renouvelable, pour faire du kérosène. Donc, le futur, il est là-dedans. Il est dans l'électricité en excès produite par le photovoltaïque noir, pour hydrogéner le CO2. Et le CO2, c'est celui qui proviendra de la combustion. Donc, les voitures à hydrogène. Tu dis les voitures à hydrogène, c'est plutôt. Alors, une voiture à hydrogène, je ne crois pas, c'est trop compliqué. Ouais. Il y aura peu d'essais qui ont été faits, mais apparemment, ça conduit à des catastrophes. La Mirai de Toyota, ça fait 21 ans qu'elle essaie de la catastrophe. Pousser, mais ça ne marche pas. Et puis ceux qui ont essayé de faire des essais avec ça, c'est catastrophique. Il n'y a que des malheurs avec la voiture à hydrogène. Moi, je ne crois pas. Je crois. Bon, la voiture à combustion interne, telle qu'on la connaît, et avec des carburants de synthèse complètement renouvelables. Ouais. Écoute, on prendra les paris. C'est un collègue à moi. Donc, on prend les paris. Moi, je pense que cette fusion, il faut aussi différencier. C'est là que les éléments sociétaux, ils ont leur impact. Parce que peut-être que si on construisait un système purement technocratique où les gens intelligents, ils se mettraient un peu en forme dictatoriale, puis ils construisaient un système, il y aurait un certain sens à ça. Mais ce qu'on voit dans la société, c'est que c'est pas ce qui est en train de se passer. Maintenant, pour moi, je pense qu'on a fait le virage vers l'électrique, puis maintenant, ça va être l'électrique. Puis l'électrique va s'améliorer, 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 puis il y aura tous ces problèmes de recyclage de matériaux. Si moi, je devais mettre mon argent quelque part, je le mettrais sur l'électrique, mais on peut chacun mettre de l'argent quelque part, puis on peut appliquer. Si je peux rajouter quelque chose, il y a une maison en France qui s'appelle After Energy qui se transforme en déchets. Il y a Firène. Ok. Qui fabrique du biokérosène, qui fabrique du hydrogène supérieur et du biochar. C'est une chose qu'il faudra mettre dans la discussion sur la fabrication de biochar, c'est un sous-produit de tout ce qui transforme la biomasse. Il faut savoir qu'on se transforme la biomasse pour faire de biochar, c'est ultra important, je pense. On oublie ça pour le moment. On se concentre sur After Energy qui vient de signer avec Luxair, compagnie comme ça, qui est la plus grande compagnie du monde pour le transport aérien privé. Alors, le transport aérien, c'est une autre histoire. Et ils ont signé des accords. Quoi qu'ils vont faire, c'est carburant à partir des déchets. Oui, écoute, on verra. Non, alors pour le carburant aérien, je pense que ça a un sens. Je pense que le transport motorisé, je pense qu'on a déjà tourné maintenant, ça va être 100% électrique. Mais écoute, on prend les paris, on verra. Je vais peut-être. On peut en discuter encore après. Il y avait un mot avant, toi. Un peu de question, c'est quelle est la plante de la lignine? Et est-ce que la lignine a exactement la même structure avec sur des stations sur la plante? Est-ce que le produit est exactement le même? Oui, alors c'est une bonne question. Je ne vais pas être dans les détails. La réponse est un peu oui et non, dans le sens que la lignine, elle n'est pas similaire dans toutes les plantes, mais il y a quand même assez de similitudes. L'avantage de notre procédé, c'est là où ça peut poser des problèmes, c'est que si vous essayez de faire ça biologiquement, là, il y a des grosses différences. L'avantage des procédés chimiques, c'est que c'est un peu le marteau qui casse tout. Et là, ce qui change, ça va être les rendements de molécules. Donc, le procédé, il ne change pas tellement. Notre procédé, il est très robuste. Nous, on
on a surtout travaillé avec les termes en français, je ne sais pas les confondre, mais on a surtout travaillé avec du hardwood. Je sais plus si... Ouais, donc du exactement. Le boulot, on a surtout avec le boulot, c'est de donner rendement hyper élevé, c'est le poids qui marche le mieux. Si vous avez des trucs comme du pain, comme du hardwood, les rendements ils sont à peu près 2 fois moins élevés. C'est les mêmes molécules, mais elles sont 2 fois moins élevées, mais on peut faire d'autres choses avec, etc. Donc les niveaux changent, mais la chimie est la même. Et il n'y a pas de oui, oui, alors absolument, il y en a, mais ceux-là, on les extrait au début. En fait, ils sortent au moment où on fait l'extraction de la lignine, puis après, c'est un problème de séparation. Mais ceux-là, ils sont aussi intéressants, on peut les vendre. Là, on peut aussi en faire du carburant. Ce n'est pas des niveaux très élevés, hein. Ça reste assez marginal par rapport aux 3 polymères que j'ai montrés. C'est des niveaux relativement marginaux, mais vous avez raison. Il y aura 2 ou 3 produits secondaires comme ça, surtout à grosse échelle. Je dis c'est des petits produits, mais une fois qu'on arrive aux millions de tonnes, ça fait des produits. Quel type de relation avec l'industrie chimique? Alors, ça dépend laquelle. Moi, j'étais un peu naïf au début. Je me suis dit, ah, c'est génial, je vais aller voir BASF. Je vais leur présenter les trucs. Et eux, c'est pas méchant, hein, mais ils ne sont pas du tout intéressés par ce que je fais. Parce qu'en fait, cette idée de faire de nouveaux produits chimiques, c'est un désastre pour BASF. Parce que la valeur de BASF, elle est dans le fait qu'ils ont une usine qui est là depuis presque 100 ans, qui produit un produit qui ne peut surtout rien changer. Par contre, les industries chimiques qui sont plus proches du consommateur, eux, on leur parle beaucoup plus. Donc, on a beaucoup d'interactions avec Firmenich chez Chicodan, qui sont à Genève, qui fabriquent, qui sont dans la flavor, fragrance, des choses comme ça, fragrance and flavors, donc ils produisent des molécules, notamment des choses qui vont dans le shampoing. On a aussi, on travaille aussi avec des industries pharmaceutiques, toute une série d'entreprises qui ont un lien direct avec le consommateur. Puis en gros, c'est de nouveau la même chose. Si le consommateur il a envie d'une certaine manière d'avoir des choses renouvelables et il est très intéressé par des choses moins toxiques. Donc lui, il est payé à peu près à payer plus. BASF leur dit hey, j'ai un produit qui est renouvelable, est-ce que tu peux payer plus? Eux, ils sont intéressés si vous leur produisez la même chose, moins cher. C'est toujours sur la base de mandat-de-science. Vous dites, pour les industries. Oui. Alors, mes interactions, moi, je suis très, très peu d'argent privé. Enfin, comment je t'explique ça? Parce que l'approche que nous, on a prise, puis je pense que c'est l'approche pour ce type de procédé qui ne fit pas exactement dans l'industrie qui existe déjà. Notre approche, moi, j'ai créé 2 startups dans mon labo. Et là, ces startups ont levé beaucoup d'argent. Moi, j'aime bien donner des chiffres parce que moi, j'ai reçu à peu près 10 millions, depuis que je suis à l'EPFL, j'ai reçu à peu près 10 millions d'argent public. Et les startups, ils ont levé 30 millions. Ça montre aussi que l'argent, il est au privé. Mais ça, c'est surtout de l'argent d'investisseurs. Et c'est souvent le cas quand on veut faire des choses nouvelles. Ce n'est pas les industries existantes qui vont le faire. On l'a vu aussi avec les voitures électriques. C'est Tesla qui est venu. Ce n'est pas Toyota qui a fait la voiture électrique, c'est Tesla qui est venu un peu de nulle part. Et donc, nous, on essaye un peu de suivre. J'aime bien cette analogie parce qu'on essaye aussi de suivre un peu ce modèle. De construire une nouvelle industrie chimique qui ensuite peut-être sera rachetée par une bourse, mais pas avant qu'on ait du succès. Tu as parlé essentiellement de système New. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les algues? Oui, alors ce n'est pas vraiment ma spécialité. La difficulté, c'est qu'on a tout un système de collecte, un système New. On en produit. Il y a une industrie papier qui est énorme, qui est en croissance. Les gens ils consomment le papier, c'est énorme. Ce n'est pas du tout vrai. Si vous regardez il y a beaucoup plus de choses qui sont faites à partir de papier et de carton aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans. Donc ça, c'est une industrie qui existe. L'industrie des algues, elle est très très petite. Et une des raisons, c'est que c'est compliqué à produire. Alors, j'ai parlé de l'efficacité photosynthétique.
elle est beaucoup plus élevée pour les algues. Mais c'est hyper difficile d'atteindre ça et de les produire. Enfin, il y avait toute une période dans mon petit graphe avec les investissements là. J'avais montré donc caché dans cette barre ici, il y a toute une série d'investissements de compagnies pétrolières dans les huiles qui sortaient des algues, et ça a été un désastre. Parce qu'un des problèmes des algues, c'est que quand on les cultive, elles ont tendance, on va les cultiver. La seule manière de les cultiver économiquement, c'est à sévère, et puis elles ont tendance à être contaminées par des parasites et culturelles cette crasse. Donc pour le moment, ça a été un échec. En théorie, ça peut être plus efficace que les cultures terrestres classiques, mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans l'humanité, malgré le fait que l'efficacité des algues peut être plus élevée, on ne les a jamais vraiment utilisées pour une production de nourriture. Je pense qu'il y a une raison à ça. Un peu, mais pas du tout au même niveau. Et je pense que ça, on peut y voir un message aussi. Et qu'est-ce qui sera la force de cette équipe? Est-ce qu'on peut, c'est forcément à partir de bois que j'ai toujours fait, est-ce qu'on peut l'utiliser pour partir de questions de recyclage, c'est pas recyclé et autres choses qui est déjà transformées. Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une question que m'a posée tout de suite l'industrie papetière quand on a sorti ces papiers. Et la réponse est pas aussi efficacement à cause, en fait, toute la lignine. Vous pouvez acheter de la lignine à une industrie, à une papeterie, parce que ça sort en forme de déchets. Et en gros, la lignine que si vous, dans votre vie, vous avez déjà vu de la lignine, parce que vous avez une papeterie, vous n'avez jamais vu ça, vous avez vu ça. Donc, n'importe quelle lignine qui est extraite avec un procédé autre que le mien ou d'autres gens qui sont dans une recherche similaire, c'est ça, et puis c'est une ligne qui est complètement détruite. En gros, c'est très difficile à valoriser à part en brûlant. Ou les gens trouvent certaines applications, mais c'est des applications à basse valeur. Donc, on a fait tout un travail. Nous, on s'est rendu compte de ça, en fait, puis on a dit, OK, pour en faire quelque chose de relativement performant, il faut protéger la structure naturelle, et c'est toute la chimie qui développe. Une question. Zoom. Alors, est-ce que sur Zoom, on a des questions? Rien dans le chat, mais peut-être que quelqu'un a une question. Elle va allumer son micro. Pas de questions? Ok, bah, du coup, on va te remercier pour ce pas en face les jeux. Et donc, je vais juste mettre la dernière slide je vous remercie d'être venus déjà très nombreux pour cette présentation avec nous. Et justement, donc, pour les prochaines activités, donc on a la sortie de l'UVSF à valeur de l'Olivier du Fer. Et à la fin du mois d'octobre, on aura donc le café scientifique avec les événements de Blatten, avec mes collègues de l'UNI. Et le 6 novembre, on aura justement donc Farm Raiders sur la pollution plastique et la diversité des sources d'impact multiples. Et le 26 novembre, on aura donc la conf académique avec Farah Daracheri sur la culture. Donc, on remercie également justement donc, le musée de nous accueillir à chaque conférence et tous nos partenaires. Je vous remercie beaucoup et puis donc au plaisir de vous voir à la prochaine conférence.